tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. Merci beaucoup d'être là. Évidemment, c'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. On vous remercie énormément pour votre appui. On voit les chiffres augmenter, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Continuez, ça fait du bien de voir qu'il y a un intérêt pour ce qu'on fait. Donc, allez sur YouTube, abonnez-vous, aidez-nous à grandir cette chaîne-là. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Et si, comme moi, vous aimez plus écouter les balados, ben continuez à nous appuyer sur Apple Podcast, Spotify. Et maintenant, Salim, on est sur Amazon aussi. Donc, Amazon Music ou Audible, n'importe où là où vous écoutez vos balados préférés, on est là. Donc, abonnez-vous. Commentez, partagez, faites toutes ces belles choses-là. On l'apprécie énormément. Comment ça va, Salim? Ça va très bien, merci. Et toi? C'est la fin de l'été, la rentrée scolaire. Toi, tes enfants, ils ont commencé aujourd'hui. Là, ouais, aujourd'hui, on est jeudi qu'on enregistre. Là. Ouais. Ils ont commencé ce matin et ils étaient contents. Elles étaient contentes parce que mon petit garçon, lui, est encore à la garderie. Ouais. Les parents, est-ce qu'ils sont contents, eux? Oui, mais en fait, oui, parce que sais-tu quoi? Ça va nous permettre de reprendre un rythme de vie un peu plus réel. Tu sais, au début, pendant les vacances, etc., tu te dis, ça va, c'est un peu plus flexible, etc. Mais à un moment donné, tu te rends compte qu'avec la flexibilité, t'es moins efficace sur ton horaire. Alors, oui, on va reprendre le cours de la vie normale. On n'a pas d'invité aujourd'hui, évidemment, comme vous pouvez voir. Ça nous permet toujours un peu de discuter et de parler plus confortablement sur des sujets d'actualité. Puis, les sessions parlementaires, ils commencent, tant au niveau fédéral qu'au provincial. Donc, il y a toujours ça bouge, là, disons, toujours. Bientôt, effectivement. Déjà, la semaine prochaine, je pense que les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale du Québec sont en caucus précessionnel. Ouais. Hein, donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'ils préparent leur rentrée. Puis la rentrée, je pense, c'est le mardi 10 septembre, je crois. Exact. Mais c'est certain que c'est... ça va être c'est une nouvelle année, ça va être bien intéressant, je crois, au niveau politique. Ça va être un automne qui est très chaud. Il y a quand même beaucoup de sujets qui sont en perspective quand même. Et voilà, donc oui, une autre session parlementaire qui va débuter. Avec les sessions parlementaires qui débutent, évidemment, il y a plein d'affaires qui, comme je dis, commencent à bouger. Il y a eu ce fameux sondage léger. Je pense qu'à chaque année, ils ont un sondage de la rentrée, fin août, là, début septembre. Ouais. Moi, j'aime ça de léger parce que c'est comme si, en anglais, c'est « he sets the pace ». OK, on va commencer bien la saison. Voici le portrait un peu de ce qui se passe. Et regarde, c'est pas une surprise. Je pense pas qu'il y a grand changement depuis le dernier sondage. Juste un petit truc à dire sur les sondages. Et puis, potentiellement, on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait venir nous parler de sondage. Mais tu vois... Je me souviens d'une fois avec Feu Jean Lapierre, que je trouvais extraordinaire, comme bien sûr la grande majorité des Québécois. J'avais eu le privilège d'aller manger avec lui. Et justement, c'était la fin de l'été. Et je pense qu'il y avait un sondage qui venait de sortir ou qui était sur le point de sortir. Puis il m'avait dit un truc, il m'avait dit « Salim, les sondages d'été ou de fin d'été, faut pas trop prendre ça au sérieux. Les gens ont la tête ailleurs, les vacances, le beau temps, le barbecue, le blé d'Inde, la rentrée scolaire. Les gens sont ailleurs. Donc, c'est pas un sondage nécessairement très... c'est pas le meilleur des sondages. Généralement, il te dit les bons sondages commencent vers la fin de septembre, début octobre. Ouais. C'était ça qu'il disait. Mais bon, on peut quand même dire que c'est un sondage qui reflète un peu ce qu'on a vu précédemment. C'est plus, je pense, un rappel. OK, voici ce qu'on a au cas où vous aurez manqué quelque chose durant l'été. Voici, là, c'est un point de départ pour la nouvelle session. Effectivement, puis tu dis que les points de pourcentage à chaque parti politique n'ont pas beaucoup changé. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que ça change. Mais je vais juste te dire une affaire. L'été est toujours
très bon pour le gouvernement en place. Ouais. La preuve, c'est que peut-être qu'il n'a pas augmenté dans le sondage. Mais il n'a pas diminué. Il n'a pas diminué, mais ou très légèrement, je ne sais plus. Là, mais non. Mais ce qui était important de voir dans ce sondage-là, c'était que la satisfaction envers le gouvernement, elle, a augmenté. Puis ça, c'est positif. Donc, ça n'a peut-être pas changé dans les intentions de vote, mais le même sondage, par contre, dit que les gens sont plus satisfaits. Mais pourquoi ils sont plus satisfaits? T'sais, l'Assemblée nationale ne siège pas. Il n'y a personne qui se balance de la boîte. Comment dire? Les gens sont, enfin les ministres ou députés jusqu'à un certain point peuvent être un peu sur le terrain. Bon, là, ils l'ont peut-être un peu échappé avec les inondations. Ouais. Mais d'une manière générale, les gens ont la tête ailleurs, etc. Puis les soucis sont moins forts pendant l'été. Donc, c'est toujours bien pour le gouvernement sortant. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, il y avait des élections en fin d'été ou début d'automne, parce que les gens sont encore pas trop fâchés contre le gouvernement, etc. Donc voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de ce point de vue-là. En gros, le défi, évidemment, continue pour le Parti québécois, qui est toujours en première place, tant au niveau de la satisfaction des électeurs que comme gouvernement. Que tu veux dire que comme premier ministre? Comme premier ministre, excuse-moi. Et donc, le défi se maintient pour que le PQ reste en première place. Donc, évidemment, comme on a dit plusieurs fois, il reste encore 2 ans là, avant la prochaine élection. Il y a plein de choses qui peuvent se produire. Donc, c'est une pression énorme auprès du Parti québécois de garder cette place-là et de rester favorable dans l'intention des électeurs. Est-ce qu'ils vont pouvoir le réussir? Peut-être, peut-être pas. Ben, ça reste à voir. Sauf que, et puis on l'a mentionné beaucoup de fois, à 4 députés dans l'Assemblée nationale du Québec, c'est difficile. C'est difficile. Puis, on le sait, on a parlé avec Pascal Bérubé, puis on a eu le chef aussi. Puis, à l'extérieur de ce qui a été enregistré aussi, parce qu'on fait des petits, tu sais, on jase un peu avant, puis après. Puis, on nous a expliqué que c'est difficile, tu sais, entre 4 personnes, de se diviser, d'être partout sur le terrain, puis d'être dans les comités, puis comment partager leur temps dans les médias aussi. Puis tout ça, c'est une stratégie. Puis moi, ça sera intéressant de voir comment ils vont performer d'ici à, disons, à la fin de l'année ou même l'année prochaine. Et évidemment, jusqu'aux élections, on aura plein de temps à en discuter. Non, effectivement. Puis pour le Parti québécois, il y a aussi un autre élément, c'est que le fait qu'il soit 4, c'est plus difficile d'avoir de la visibilité, ça c'est certain. C'est plus demandant, c'est plus exigeant dans les travaux parlementaires aussi, au niveau des dossiers, des porte-paroles, etc. Mais le Parti québécois ne le ressent pas encore, mais à un moment donné, ils vont commencer à baisser un peu dans les sondages, puis ils vont commencer à le ressentir. C'est que c'est pas impossible aussi qu'il y ait une espèce de petite fatigue de voir les mêmes personnes. Parce que comme il n'y en a que 4, alors forcément, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Bon, pour un chef, généralement, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ça se peut à un moment donné qu'il puisse y avoir une espèce de forme de lassitude, de se dire, ouais, mais dans le fond, le Parti québécois, là, c'est toujours les mêmes personnes. Mais oui, c'est les mêmes personnes, c'est normal, ils sont que 4. Exact. Ça veut pas dire qu'il y en a qui ne peuvent pas en faire élire d'autres. Mais, tu sais, l'électeur, chez lui, à la maison, quand il réfléchit, il ne fait pas une analyse politique de ce qui se passe. Là, exact. Donc, c'est juste un peu le sentiment. Puis le Parti québécois va sans doute devoir prendre ça en considération. Et puis, ça va pas être évident. Dans le fond, il n'y a rien qui puisse faire à ça. Ils sont 4, mais en tout cas, pour le moment. Mais ils vont probablement ajuster aussi leur visibilité en fonction de ça. Donc c'est ça. Alors maintenant, oui, tu as tout à fait raison. Le sondage, même si les sondages d'été ou de fin d'été, là, c'est pas des très bons sondages dans le sens qu'ils sont pas nécessairement très représentatifs, on peut quand même dire qu'il y a une espèce de tendance qui s'est maintenue, puisque le PQ est encore devant. Je pense qu'il a reculé un petit peu. Là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je me souviens quand je les ai vus. Il était légèrement en retrait. Le Parti conservateur du Québec, par contre, a augmenté. Mais tu sais, la CAQ peut se targuer au moins d'être moins populaire, mais au moins... enfin, même si, dans le fond, les intentions de vote n'ont pas changé. Ça, c'est ce qui me fait dire que,
et je répète ce que j'ai dit dans un autre épisode plus tôt, moi, je ne crois pas que s'il devait y avoir des élections demain matin, que la CAQ perdrait. Honnêtement, je ne le pense pas, sincèrement. Mais ces sondages-là, là où ils doivent tirer une sonnette d'alarme chez les caquistes, c'est de se dire, on a l'impression que l'électorat est en train de se magasiner une alternative. Pour le moment, l'électorat voit ça dans le PQ. Est-ce que ça pourrait être finalement le PLQ ou Québec solidaire? Ça, on le saura jamais. T'sais, les vagues, quand elles arrivent, hein. Les vagues oranges, il y a quelques années, au fédéral, personne ne l'avait vu venir. Puis c'est arrivé. La vaguette des kistes de 2007 aussi, personne ne l'avait nécessairement vu venir, puis il est arrivé. Donc, à suivre là-dessus. Tu parles de constance, et une que j'aperçois, puis on en a déjà discuté, c'est l'appui pour la souveraineté qui ne bouge vraiment, mais vraiment pas. Et ça, c'est un autre défi du PQ parce que oui, tu peux être premier dans les sondages, mais l'intention de Paul Saint-Pierre Plamondon et du Parti québécois est très, très claire et précise. On veut la souveraineté. Donc, comment est-ce qu'on va jongler avec cette réalité-là? Tu peux bien vouloir quelque chose, oui, tu as retourné peut-être dans la fondation de ton parti qui est la souveraineté du Québec. Bravo, tu fais un excellent job, tu es premier, le membership est en train de monter, l'argent rentre, les gens semblent être retournés au Parti québécois, sauf que la cause pour laquelle tu as réussi à avoir toute cette attention-là, ça bouge pas ça bouge pas trop. Donc, ça va être pour moi, les 2 prochaines années, le vrai défi de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est sûr qu'il y a des affaires qui vont arriver. Là. Il y a des annonces qui vont venir aussi, il nous a dit. Donc, moi, j'ai vraiment hâte à ça. L'autre chose, c'est que il y a une élection fédérale qui va certainement venir avant celle au Québec. OK? Puis on va parler plus tard. Là, il y a une annonce ce matin de Poilièvre. Donc, est-ce qu'il va y avoir une élection d'ici la fin de cette année? Si oui, non, on ne sait pas. De toute façon, il va en avoir une avant la fin de 2025. Comment est-ce que le contexte politique, surtout au Québec, va changer? Quelles dynamiques vont rentrer en jeu avec cette élection-là? C'est sûr et certain qu'il y a des affaires qui vont bouger. Il y a plusieurs analystes qui prévoient une montée des conservateurs. Est-ce que ça va bénéficier plus la CAQ? Est-ce que l'image du Parti libéral va affecter le Parti libéral du Québec? Il y a plein de facteurs qu'aujourd'hui, on a de la difficulté à peut-être imaginer ou à même analyser, mais ils vont certainement rentrer en jeu puis il va avoir un impact certain sur la dynamique politique québécoise. Ben, c'est sûr. Je retourne juste un petit peu en arrière par rapport à ce que tu disais, par rapport à la souveraineté. Ouais. La souveraineté qui, effectivement, ne bouge pas. Je pense qu'elle est à 35%. Là, je pense que c'est moins 1 même. Ça, pour moi, de la même manière que pour le PQ, ils sont devant dans les sondages, mais que ce qu'ils proposent le plus de faire, c'est-à-dire leur article 1, et que je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon en a fait, son objectif premier. C'est la souveraineté qui ne bouge pas. Ça veut dire que on est prêt à vous voir comme une alternative, mais votre projet ne nous intéresse pas. Ou en tout cas, on est un peu, comment dire... indifférent. Ouais. Donc ça pogne pas assez. C'est pas assez fort. Je te dis pas que ça peut pas changer. Hein. Je dis juste qu'en ce moment, c'est le message que ça envoie. Puis c'est le même parallèle que je fais avec la CAQ qui, en même temps, tire un peu de l'arrière dans les sondages, dans les intentions de vote, je veux dire, mais que dans le même sondage, je pense qu'ils prennent 5 points de satisfaction. Ouais. Donc ça veut dire, même si on n'est pas prêt peut-être à vous mettre dehors demain matin, on n'est quand même pas très satisfait. Donc, on est un petit peu là-dedans. On a l'impression que l'électorat est en train de magasiner un peu. Ouais. Je te dis pas que les choses vont pas s'éclaircir pour les électeurs, pour les partis politiques, mais tu sais, des sondages, on dit que c'est des photos sur le moment. Exact. C'est sûr que ça va avoir un impact sur la dynamique fédérale. Puis tu fais bien de dire que dans une année maximum,
le Canada sera en élection générale. Et que, oui, ce qui va se passer au Québec va influencer, peut-être pas nécessairement influencer complètement à l'extérieur du Québec, mais dans les résultats des 78 circonscriptions au Québec, oui, il va y avoir un impact, parce que un Parti québécois qui est fort dans les sondages, c'est peut-être le Bloc québécois qui va pouvoir aussi en bénéficier un peu. Exact. C'est pas sûr, parce que encore une fois, hein, il y a même des fédéralistes pour qui ça arrive de voter pour le Bloc québécois. La semaine dernière, on a vu Mario Beaulieu qui semblait en être conscient, que c'était pas que des gens qui étaient pour la souveraineté qui pouvaient voter pour le Bloc, même si le Bloc est clairement un parti souverainiste. Ouais. Mais si le passé est garant de l'avenir, dans le passé, lorsque le Parti québécois était fort dans les sondages, le Bloc en bénéficiait un petit peu parce qu'il y a des vases communicants. Ouais. D'ailleurs, tu auras constaté que la semaine dernière, M. Beaulieu, il ne parlait pas beaucoup de ses amis de Québec solidaire, qui sont pourtant des souverainistes et qui votent Bloc très probablement au fédéral. Ou NPD. Ou NPD, ou NPD, mais en tout cas, mais il y en a. Ceux qui sont vraiment des souverainistes convaincus à Québec solidaire votent Bloc. Ils ne votent pas pour un parti centralisateur comme le NPD, ça c'est sûr. Mais tu sais, donc, c'est pour dire, il y a comme cette proximité, cette amitié. Dans le temps, on parlait de succursale. Exact, ouais. Fait que, alors, oui, ça va avoir un impact. Les conservateurs, oui, trônent dans les sondages au national, mais par exemple, au Québec, selon le dernier sondage léger, ils sont quand même troisième. Ils sont en troisième place, mais il y a la marge d'erreur. Moi, je les mets pas mal à égalité avec les libéraux. Là, ça va jouer serré, là, je pense. Ça va être intéressant. Oui, mais ça veut quand même dire que les libéraux ne sont pas complètement largués au Québec. Ouais. Et ça veut aussi dire autre chose. Parce que, regarde, les conseillers de M. Trudeau, quand ils reçoivent ce sondage-là, puis qu'ils voient que le Bloc est devant, eux, ils sont deuxième, les conservateurs sont troisième, pas très loin, qu'est-ce que tu penses qu'ils se disent? Ils se disent, mais le Bloc et les conservateurs, ils vont se manger entre eux. Puis même avec un taux de vote un peu inférieur, on est encore capable d'aller chercher 30, 32, 34, 36 sièges. Ouais. Je suis certain que c'est le calcul qui est fait. Sauf que je pense l'autre chose qui joue aussi dans la formule, je comprends ce que tu dis, là, qui pense que, bon, regarde, les conservateurs et les bloquistes vont se chicaner, puis nous, on va passer entre les deux. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait pas de libéraux fédéraux en ce moment qui sont plus à la droite, disons, des libéraux plus des fiscal liberals, comme on dit. Des blue liberals. C'est ça. Qui ne feront pas le saut pour appuyer les conservateurs parce que la situation actuelle, évidemment, est intenable. Puis, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis au fédéral qui ont continuellement voté pour le Parti libéral et qui songent sérieusement à voter conservateur. Et on le remarque beaucoup dans les plus jeunes, dans les démographiques un peu plus jeunes. Disons. Je te dirais... À 18, tu votes rarement conservateur à 18 ans. Je te dis pas qu'il y en a pas. Non, exact. C'est ça. Moi, je pense que le 25 à 40 ans, dans ce groupe démographique-là... Oui, il y en a plus qu'avant. Je ne serais pas surpris qu'il y en a une méchante gang qui vont aller aux conservateurs. Écoute... possible. Je ne veux pas t'interrompre, mais n'oublie pas non plus aussi qu'il y a la fatigue. Hein? En fait, exactement. C'était vers ça que je m'en allais. C'est-à-dire que qu'il y ait un peu plus de conservateurs dans certaines tranches d'âge qui ont servi au Parti libéral du Canada, c'est très possible. Est-ce que c'est une adhésion totale à Pierre Poilievre et au Parti conservateur? Peut-être pas. Peut-être que ça vient aussi d'une certaine fatigue. Il y en a bien sûr qui sont conservateurs. Puis heureusement qu'on est dans une société où on peut avoir une pluralité de points de vue et de partis politiques, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai comme plus l'impression, mais là, c'est un feeling, évidemment. Là, j'ai pas d'études entre les mains ou que j'ai lu ou peu importe quoi, là, mais
ma lecture des choses, entre les discussions que je peux avoir, entre les informations que je peux récolter, entre les médias que je lis, comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde, etc., mon feeling à moi, c'est que on est arrivé à la fin d'un cycle. C'est quand même un cycle de 9 ans. Tu sais, je veux dire, M. Trudeau va rentrer dans sa 10e année en novembre prochain. Là, il rentre dans sa 10e année de pouvoir. Puis, pour incarner l'alternative de l'intérieur même du PLC, il aurait fallu que le PLC ait un positionnement un peu différent dans les dernières années, chose qu'il n'aurait pas pu avoir parce qu'il était lié au NPD. Ouais. Parce que s'il se recentrait ou s'il repartait un peu vers la droite, mais il va perdre. Il perdait l'appui du NPD qui lui permettait donc de mettre en place. Il aurait fallu aussi un changement de chef. Il aurait fallu aussi que quelqu'un vienne, incarner quelque chose de nouveau. Donc, je sais pas, je veux pas partir de trucs, mais tu sais, on lit tous les mêmes choses. Là. Mais tu sais, peut-être un gars comme Mark Carney, un ancien de la banque, avec un profil économique, sûrement un peu plus conservateur fiscalement parlant, qui aurait probablement voulu avoir à tout le moins un plan de retour à l'équilibre budgétaire, etc. Puis, tu sais, il aurait fallu cette course-là à la chefferie, puis, tu sais, un nouveau ou une nouvelle qui arrive avec une autre vision. Puis là, tu aurais pu incarner l'alternative à M. Trudeau, mais à l'intérieur d'un même parti. Ouais. Un peu ce qui s'est passé entre Chrétien et Martin. Ouais. Tu sais. Là, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Donc, forcément, l'alternative est à l'extérieur du Parti libéral du Canada, par la force des choses, ce qui est d'ailleurs le plus naturel en démocratie. Mm-hmm. Et cette alternative-là, c'est le Parti conservateur. Mais qu'importe où est-ce que le Parti conservateur va se mettre, c'est-à-dire un peu plus loin à droite ou à droite en se rapprochant un peu plus du centre, il incarne cette alternative. Exact. Il y a clairement un avantage. Ça nous permet, dans le fond, de passer à l'autre sujet, parce que ce matin, Pierre Poilievre a fait une conférence de presse dans laquelle il urgeait le NPD à mettre fin à cette entente-là qu'il y a avec le Parti libéral du Canada pour forcer le gouvernement à aller en élection dès cet automne. C'est sûr que je doute si ça va se produire, là, honnêtement. Je pense pas que les autres partis soient même prêts à aller en élection. Mais je pense, justement, en revenant sur ce que tu disais, Pierre Poilievre est en train vraiment de mettre le focus sur, justement, cette fatigue-là envers le gouvernement. On n'en peut plus. On n'en peut plus vivre une autre année de ce gouvernement irresponsable, blablabla, tout ce qui a été dit durant la conférence de presse. Donc, le NPD doit immédiatement mettre fin à cette entente-là. Il faut qu'on aille en élection. C'est pas une coïncidence qu'il fasse ça juste avant la session parlementaire non plus. On va se le dire, c'est super habile de sa part. Bien. Genre, politiquement, là, c'est très habile, pour plusieurs raisons. D'abord, la première, qu'on le veuille ou non, il a le vent dans les voiles. Pas juste avec des sondages, mais il a gagné Toronto, St. Thomas. Toronto, pas St. Paul. St. Paul, pardon. Oh, ouais. Excuse-moi. St. Thomas, en plus, c'est ailleurs. Mais il a gagné Toronto, St. Paul, qui est quand même un bastion libéral. Oui. Dans la région de Toronto, c'est quand même très fort. C'est là où tu gagnes ou tu perds une élection. Là. C'est dans cette région-là. Ouais. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, il sait qu'en ce moment, il y a une partielle qui est en train de se passer au Québec, qui risquerait potentiellement, pas lui de gagner, enfin pas son parti, mais qui risquerait potentiellement de voir le PLC perdre cette circonscription, ce qui serait un deuxième bastion libéral perdu en aussi peu de temps. La salle Villemort. Ouais. La salle et Mar-Verdun. C'est ça, exactement. Donc, lui, il se dit, puis de toute façon, et l'option, l'alternative, c'est moi. Donc, même si c'est le Bloc ou le NPD qui remporte cette circonscription-là, c'est pas grave. C'est une défaite pour les libéraux. C'est une défaite pour les libéraux. Donc, tu sais, forcément, c'est habile. L'autre chose, la raison pour laquelle je dis aussi que c'est habile, c'est que personne ne sait ce que M. Trudeau puis ses conseillers, etc., vont choisir
pour l'élection? Est-ce qu'ils vont essayer d'étirer jusqu'au bout, jusqu'à la fin du mandat qui est donc dans un an? Ou est-ce qu'ils ont l'intention de déclencher l'élection eux-mêmes dans cette dernière année? On ne le sait pas. Même si ça peut paraître fou, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a des élections américaines début novembre, mais tu sais, le lendemain des élections américaines, une élection fédérale pourrait être déclenchée pour dire, puis pour profiter un peu de ce momentum, et le message va être le suivant. Soit Kamala Harris, elle se fait réélire, puis dire, ben, on est un peu les démocrates du Canada, tu sais, puis il faudrait qu'on en profite de ça, surtout que d'une manière générale, le Parti républicain, puis surtout, j'ai envie de dire, tout ce qui est mouvement MAGA et Trump, tu sais, au Canada, même ceux qui sont un peu plus conservateurs n'aiment pas nécessairement beaucoup ça. Pas tout le monde, bien sûr, mais d'une manière générale. Ou alors, c'est l'inverse, M. Trump gagne, puis là, de se dire, mais regardez, on veut pas de ce même mouvement-là qui prendrait la tête du Canada. Ouais. Donc, tu sais, ça se peut qu'il y ait une élection là, qui soit déclenchée, genre, je sais pas moi, début novembre, après l'élection américaine, ou un peu plus tard, je sais pas, en début d'année, une élection en hiver, ça doit être le fun, ça. Oh. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas impossible. Ça pourrait être au printemps, après le dépôt d'un budget, en disant, bon ben voilà, le budget, c'est ma plateforme électorale, take it or leave it. Et puis vous, NPD, si vous n'êtes pas content de donner votre appui à ce budget-là, ben donnez-le pas. De toute façon, on s'en va en élection anyway. De toute façon, je vois mal le NPD donner son appui au dernier budget à 2-3 mois des élections. Anyway, tu sais. Donc, c'est très habile de la part de M. Poilievre dans tous ces cas de figure. Et en plus, si ça venait à se concrétiser, que M. Trudeau décidait d'aller en élection dans la prochaine année, ben lui, il va, entre guillemets, se prendre un petit peu le crédit de dire, ben, regardez, on lui a mis la pression, on était derrière lui, puis c'est la raison pour laquelle il a fini par céder. Et enfin, dernier élément, je pense que c'est le 5e, de pourquoi je pense que c'est très habile de sa part, il rappelle aux électeurs que le PLC et le NPD ont une alliance. Et donc, de pouvoir les confondre attention, parce qu'il n'hésite pas non plus de mettre le Bloc québécois là-dedans aussi, comme si le Bloc avait signé aussi une entente. C'est pas le cas, mais il mentionne toujours, surtout au Québec. Ben, il a besoin de le faire, parce qu'au Québec, ses adversaires, ça va être le Bloc. Exact. Parce qu'en réalité, si tous ceux qui devaient voter Bloc... enfin, tous ceux, pas tous ceux, mais admettons, si ne serait-ce que la moitié des gens qui votaient Bloc votaient pour les conservateurs. Les conservateurs au Québec, ils passeraient ils sont 9 aujourd'hui, 10 avec Alain Reyes, si on le compte, parce qu'il s'est fait élire avec les conservateurs. Mais ils passeraient de 10 à facilement 25 ou 30 députés. Facile. Ouais. C'est intéressant, puis tu as mentionné la partielle, la salle, puis... on a tous vu, on a tous suivi l'élection partielle à Toronto, puis la pression est montée là, sur Justin Trudeau. On a entendu plein d'affaires en arrière-scène, des députés, même des staffeurs, puis des personnes qui ont une influence, là, des donateurs, etc., qui voulaient que le premier ministre démissionne. Bon, il a gardé sa place, il est resté. Il y a eu plein d'affaires qui sont sorties dans les nouvelles avant l'été qui évitaient de rencontrer ses caucus, que ce soit au Québec ou en Ontario. Donc, il a dit on va faire des rencontres après, etc. Il y a eu leur caucus précessionnel. Il n'y a rien qui est sorti de ça. Je n'ai pas entendu quelque chose autour d'une pression de démissionner ou quoi que ce soit, à moins qu'ils ont bien caché ça. Parce que c'était pas un caucus en passant, c'était la retraite du cabinet, donc du Conseil des ministres. Exact. Donc, ça s'est bien passé, mais j'attends plein d'affaires. Puis on va pas rentrer dans le détail non plus, mais il y a une grogne au Parti libéral du Canada, puis c'est pas juste maintenant. Là. Ça date depuis quand même plusieurs mois maintenant, je te dirais même l'année passée. Puis on essaie de l'éviter, mais là, ça commence à monter à la surface. On voit plus publiquement la frustration, les gens qui sortent un peu pour critiquer Justin Trudeau, etc. Donc, moi, je suis très curieux de voir comment cette élection-là à la salle va terminer et de voir quel impact ça aura envers Justin Trudeau.
Mais tu vois, moi, je pense que d'abord, c'est un peu naturel. Quand tu arrives à la fin d'un cycle, il y a moins de discipline dans un parti politique, dans un caucus et même dans un conseil des ministres, parce que je te rappelle que en ce moment même, plane le doute sur Pablo Rodriguez. Est-ce qu'il va rester ministre? Est-ce qu'il va démissionner? Est-ce qu'il s'en va à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec au niveau provincial, etc. Donc, il y a moins de discipline. Il y a beaucoup de side shows, comme on dit. Donc, oui, c'est sûr, on l'observe ça, puis c'est sûr que c'est jamais très bon pour un parti. Ce sont des signes d'usure. Ce sont des signes d'usure du pouvoir. Écoute, c'est un peu naturel. À la question de est-ce que Justin Trudeau sent la soupe chaude, moi, je vais te dire, je vais t'étonner, en fait. Moi, je pense pas. Mais oui, je sais, je vais t'étonner. Je savais. Je savais que tu allais me dire que ça allait t'étonner. Je vais te dire pourquoi il la sent pas. Attention, là. Je te parle pas de... Je te dis pas qu'il pense pas qu'il pourrait perdre l'année prochaine. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais est-ce qu'il la sent chaude dans le sens que son parti pourrait se retourner contre lui ou un truc comme ça? Toi, tu penses qu'il pense pas qu'il voit pas qu'il y a une pression ou qu'il ressent un peu... Non, je vais te dire pourquoi. D'abord, il y a deux choses. La première chose, qui est moins importante que la deuxième, mais je vais commencer par la moins importante. La première, c'est que quand ça fait 9 ans que tu es premier ministre, d'une certaine manière, là, tu développes une carapace, tu es un peu blasé et ton focus devient juste sur les chiffres, les résultats, les trucs. Pourquoi? Parce que tu te dis, au fond, si je dois gagner, ça sera grâce à mes résultats. Et si je dois perdre, ben, je vais m'assurer que mes résultats soient les meilleurs qui soient possibles pour ensuite conclure mon narratif de politicien et de qu'est-ce que j'ai pu faire et accomplir et quel legs j'ai laissé. Ça, c'est la première, qui est la moins importante, mais pas non plus pas importante du tout. La deuxième, George, ce sont qui les dauphins de M. Trudeau? C'est qui sont ceux qui ont le couteau entre les dents? Dans le cas de Chrétien, là, pendant des années, il a vécu avec l'ombre de Paul Martin, qui était un personnage important de son gouvernement, notamment ministre des Finances, etc. Mais en ce moment-là, bien malin serait celui qui pourrait me dire qui, à l'intérieur du PLC, pourrait remplacer M. Trudeau. Je sais, il y a des gens qui vont dire François-Philippe Champagne, il y a des gens qui vont dire Chrystia Freeland, il y en a d'autres qui vont dire Mélanie Joly. Puis je pense qu'il y avait, on parlait de Mark Carney tantôt, là, on dit que lui aussi serait intéressé potentiellement. Mais est-ce que c'est assez évident? Non. Si c'était plus évident que ça, avec des gens qui sont prêts, qui sont sur les starting blocks, etc. Là, on va dire, ben oui, parce que là, il suffit juste de monde qui commence à se dire, ben là, regarde, l'autre, il est prêt, là, c'est dans un an l'élection, lui, il est prêt. Non, il n'y a pas de ça. Mais ça ne veut pas dire à cause du fait qu'il n'y a peut-être pas quelqu'un qui est évident, qui veut suivre Justin Trudeau, que Justin Trudeau ne ressent pas une pression de son équipe. Moi, je pense que la pression, elle est plus... franchement, elle vient plus de l'extérieur que de l'intérieur. La pression, elle vient des observateurs qui sont justement comme toi aujourd'hui en train de dire ça doit être tough pour lui. Ça doit être chaud pour lui. Le problème, c'est que lui, il ne la ressent pas nécessairement. Mais tous les analystes politiques qui disent la même chose que toi, observateurs, des gens chevronnés, hein, je veux dire, et qui disent tout ça, ben, ils influencent. Et au final, l'électorat doit se dire « Ouais, mais tu sais, ça va pas bien, les affaires de M. Trudeau. » Donc, même s'il la ressent pas, regarde, on a toujours dit sur ce podcast-là, « Perception is reality », la perception qu'il est dans l'eau chaude et qu'il a et à la limite, est plus mauvaise pour lui que l'eau chaude elle-même. Ouais, je comprends. T'as mentionné Pablo Rodriguez, puis je veux revenir un peu parce que
On revient au sondage, là. Non, mais un peu indirectement, parce que cette semaine, il y a eu une annonce qui a été faite par le Parti libéral du Québec sur l'immigration. On sait que l'immigration, c'est un thème qui affecte pas mal tous les partis, que ce soit le Parti québécois, la CAQ, évidemment, le Parti libéral du Québec, ça affecte aussi le gouvernement fédéral. Ça semble être devenu comme un élément pas mal central autour duquel tous les partis en profitent un peu pour se positionner. Là, le Parti libéral a annoncé que ils veulent que la CAQ, le gouvernement de M. Legault, crée un nouveau bureau dans le ministère de l'Immigration, un bureau de planification, une sorte de pas d'agence, là, mais une sorte de département dans lequel on pourra amener d'autres ministres et d'autres professionnels qui ont une expertise en immigration pour qu'on puisse avoir une meilleure discussion et pour pouvoir offrir des solutions. Je ne sais pas si je suis contre ou pour ou contre ça, de créer plus de structures, mais moi, immédiatement, alors qu'il faisait cette annonce-là, la seule chose que je pensais, c'est tu as le chef intérimaire du Parti libéral du Québec et il fait bien de faire ces annonces parce que le travail, comme tu as dit dans d'autres épisodes, doit continuer. Il ne peut pas juste rester là en attendant que le nouveau chef rentre pour se positionner. Il doit faire son travail, OK? Mais en même temps, je pensais que tu sors avec une affaire de même à une période où ça brasse pas mal en immigration. Il y a, je ne veux pas dire une chicane, mais on est presque là entre le provincial et le fédéral avec les pouvoirs en immigration à un moment où un gars comme Pablo Rodriguez songe à rentrer dans la course au leadership. C'est vraiment étrange pour moi parce qu'il y a quelqu'un du fédéral qui songe à venir au provincial à un moment où le provincial est presque en guerre avec le fédéral sur un sujet qui semble être, je ne veux pas dire l'élément le plus central, mais de plus en plus, on parle d'immigration et de contrôle des chiffres. Donc, c'est juste ça que je pensais. Oui, mais tu sais, en même temps, le gouvernement libéral fédéral a aussi annoncé des mesures en immigration qui étaient, disons, un peu légèrement plus restrictives. Là, on disait que là, c'était le temps de faire travailler des Canadiens, que la période où on cherchait de la main-d'œuvre, etc., elle est terminée, ou en tout cas, elle est moins pire maintenant. Et, ben oui, je regarde, je comprends le parallèle que tu fais. C'est sûr que M. Rodriguez, il doit être conscient de ça. Il va y aller à la chefferie du PLQ, j'ai pas de doute. Mais je pense qu'il est conscient de ça. Puis je pense que lui et son équipe ont déjà pensé à certains positionnements, à certaines lignes à utiliser pour soit assumer certaines politiques ou, à l'inverse, prendre ses distances vis-à-vis de certaines politiques en disant, ben, regardez, là, je faisais partie du gouvernement Trudeau, mais en même temps, on était, je sais pas moi, 36, 38 ministres. J'étais pas le patron de chacun de ces ministres-là, puis il y avait des choses qui se faisaient où il y avait une solidarité ministérielle, assurément parce qu'on était une même équipe, mais ça ne veut pas dire nécessairement que j'étais d'accord. Il peut aussi utiliser ça. Bon, ça devient un peu plus compliqué. Sauf que Pablo Rodriguez s'est prononcé sur l'enjeu de l'immigration, puis ça a l'air que c'est contre les positionnements du Parti libéral du Québec. En même temps, puis je ne veux pas t'interrompre parce que n'oublions pas que au début de l'année, au mois de janvier, lors des caucus précessionnels, M. Tanguay est sorti pour critiquer le gouvernement Legault sur sa position en immigration et il a dit qu'il faut en prendre plus d'immigrants. Puis là, tout à coup, on dit il y a un problème, il faut que ça arrête, puis il faut qu'on crée un autre département pour mieux gérer cette, je ne veux pas dire crise, là, mais cette urgence, disons. Ouais. Écoute, regarde, on n'aura pas le temps de rentrer dans le dossier de l'immigration dans le fin fond, parce que en fait, c'est un dossier. Tout le monde aime parler de ce dossier-là, quand en fait, souvent, on n'a pas l'heure juste. Écoute, regarde, même le premier ministre du Québec, M. Legault,
utiliser des données différentes. Certaines données lui venaient de Statistique Canada, d'autres lui venaient du ministère fédéral de l'immigration. A fait un calcul en mélangeant les deux pour donner un chiffre. À un moment donné, c'est un dossier super complexe. Je taperai pas sur les doigts du caucus libéral du Québec sur le fait qu'il ait pu peut-être évoluer dans sa position là-dessus, parce que c'est un dossier qui est complexe et qui est en évolution. Cela dit, tu sais, il y a une différence entre avoir une vision de l'immigration, et c'est-à-dire avoir une vision aussi de la société d'une manière générale, les besoins de cette société à tous les niveaux, identitaire, social, économique et autres. Et ça, c'est généralement ce que les libéraux font. Et avoir une vision électoraliste de l'immigration. Puis, pour être très honnête, même si j'aime beaucoup la ministre Fréchette dans la manière dont elle gère son dossier, c'est beaucoup plus caquiste. Tu sais, je veux dire, donc c'est ça. Mais moi, je pensais que tu allais arriver à la partie du sondage sur le Parti libéral du Québec, la course. Ben oui, puisqu'on parle de Pablo Rodriguez, on peut terminer avec ça. Oui. Et c'est quelque chose que, puis j'ai fait un petit commentaire sur Twitter aussi, là. Tout le monde s'est empressé à mentionner que Denis Coderre il est premier dans le choix des libéraux comme chef, etc. Je pense qu'il est à 16% dans le sondage. Et pratiquement tous les médias, anglophones et francophones, ils ont mentionné ça. Le premier choix des libéraux, là, c'est Denis Coderre. Puis là, ils ont analysé si oui ou non il est bon ou whatever. Nous, on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, là, à l'inverse, puis je sais pas si c'est mon réflexe là, du temps où on travaillait en politique, j'ai vu une autre statistique qui m'a beaucoup plus interpellé, et c'est la statistique que plus de 30% des électeurs libéraux ne savent pas. Ils n'ont pas un choix. Ils disent, on ne sait pas. Okay? Et plus des deux, ou presque 2/3 des électeurs en général au Québec ne savent pas pour qui voter. Comme chef du Parti libéral. Donc, ça, pour moi, c'est un plus grand enjeu que de dire, bon, oui, Denis Coderre, il vient en premier, puis est-ce que c'est le bon ou est-ce que c'est le mauvais? Moi, personnellement, je m'en fous. Je regarde le chiffre qui, pour moi, est important, et c'est un chiffre qui indique que une grande partie du membership ou de l'électorat libéral sont absents. Donc, l'enjeu ici, c'est est-ce qu'on peut aller chercher ces personnes-là pour les ramener au parti? Puis par la suite, on verra c'est qui le meilleur chef. Parce que c'est pas ça. Pour moi, c'est pas le problème. C'est pas la question. Est-ce que Coderre est le meilleur? Je m'en fous. Il va y avoir une course, on verra qui est le meilleur. Mais pour l'instant, pour qu'il y ait une course et pour qu'on puisse élire un chef, ça prend des membres. Puis ça prend des électeurs libéraux, puis il faut aller les chercher. Puis plus que 30%, pour moi, c'est problématique. Oui, et c'est pour ça, tu as tout à fait raison, puis c'est pour ça qu'il faut se méfier des sondages d'opinion qui sont faits à la grandeur du Québec pour parler d'une course à la direction d'un parti politique, que ce soit là, en l'occurrence, le PLQ, mais ça a déjà été le cas avec le PQ et éventuellement un jour avec la CAQ, etc. Je suis d'accord que c'est pas très révélateur. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu disais que Denis Coderre était en haut des sondages, tant chez les électeurs libéraux que chez les électeurs d'une manière générale. Mm-hmm. C'est vrai. Pour cette course, évidemment. Ouais. Pour cette course. En même temps, regarde, c'est pas un sondage que j'ai mené. On va dire que c'est un vox pop. Là. Je suis quand même impliqué dans ce parti-là depuis 18 ans. Je peux te dire qu'il n'y a pas 1% des gens qui auraient donné leur appui à Denis Coderre là, parmi les gens que je connais qui sont impliqués, etc. Là, mais vraiment, là, tu sais. Donc, c'est te dire qu'un électeur libéral n'est pas un membre libéral et encore moins un militant libéral. Exact. Ouais. Donc, on n'est pas là. On n'est pas là. Par contre, on peut dire que, oui, c'est un pool de gens dans lequel
Ben, techniquement, si Denis Coderre arrivait à chercher ces 13%-là, puis qu'il arrivait à leur vendre une carte de membre, ben oui, dans ce cas-là, il pourrait rassembler parmi les membres libéraux 13%. Là, donc, pas 13% du parti, mais 13% de la population. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, si tu veux, la bonne nouvelle pour M. Coderre, c'est qu'il a un pool de gens à aller chercher. Et pourquoi excuse-moi, je dis un pool de gens, je ne devrais pas le dire ça comme ça, mais pourquoi cette masse critique de personnes le plébiscite? C'est parce que c'est le plus connu. C'est le plus connu. Tu sais, ça fait 30-40 ans qu'il est impliqué. Ça fait plus de 25 ans qu'il a été élu la première fois il y a plus de 25 ans. Il a été député, ministre au fédéral, a été maire de Montréal et a fait toutes les télés, toutes les radios, tout ce qui est possible de faire comme média. Alors, il est bien connu. Alors, c'est sûr, il est devant. Ensuite, bien sûr, tu en as d'autres. Puis franchement, celui qui doit être bien content, au moment où il est en train d'arranger ses affaires pour se lancer, c'est Pablo Rodriguez, qui fait très bien dans les sondages. Pas loin de Denis Coderre, justement, en deuxième place. Probablement plus connu que tous les autres aussi, a de la visibilité, etc. Donc, lui, il doit être très content et son équipe doit être aux anges en se disant, mais regardez, c'est exactement ça. Puis en plus de ça, il fait un bon score, c'est-à-dire, il augmente la possibilité, il augmente le pourcentage d'appui au Parti libéral du Québec s'il devenait chef. Ouais. Donc lui, forcément, quand t'es un stratège, tu vois ça, t'es positif. Ensuite, t'en as d'autres qui sont bas là-dedans. Mais ils sont bas là-dedans. Mais c'est une question de notoriété. Je veux dire, c'est aussi facile, aussi simple que ça. Je sais pas t'es qui. Je vais pas dire dans un sondage, je vais voter pour lui. Exact. En tout cas, chose certaine, c'est que ça vient juste de commencer. Ça vient, comme on a dit au début, il y a 2 épisodes, ça commence juste à commencer. Ça chauffe un peu. Il y a de l'intérêt. Il y a toute une course qui s'annonce pour le Parti libéral du Québec. Moi, ma préoccupation, c'est de voir qui parmi ces chefs ou ces potentiels chefs va pouvoir aller faire le gros du travail. Et ça, c'est d'unir et de ramener les membres auprès du Parti libéral du Québec. Et je ne suis pas convaincu que Denis Coderre et même Pablo Rodriguez puissent avoir du succès là-dedans. Ça, c'est juste mon opinion. Je le vois pas. Peut-être que je vais avoir tort à la fin. C'est une course. Puis cette course-là va reposer sur beaucoup de choses. De la vente de cartes de membres. Et pas juste ça, parce que c'est une course qui a changé. En fait, c'est la première course de ce type-là. D'abord, c'est un membre et un vote, alors qu'avant, c'était des délégués. Des délégués, oui. Ensuite, c'est une préférentielle. Donc, ça veut dire que quand les gens vont remplir leur bulletin de candidature sur Internet, ils vont mettre un premier choix, un deuxième choix, un troisième choix. Puis à chaque fois qu'il y en a un qui est éliminé, son vote, ses votes vont aller au deuxième choix. Troisièmement, contrairement à avant où tu faisais ça dans des arénas, puis tu allais mobiliser ton monde, t'allais chercher des groupes en 10, en 15, en 20. Allez, vous allez voter, oubliez pas le candidat pour qui il faut voter, c'est le numéro 3 dans la liste, trompez-vous pas, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Ça c'est discipliné. Là, les gens vont voter à distance, donc tu sais pas s'ils vont voter, d'abord, ou tout du moins... Tu pourrais peut-être savoir sur une journée s'ils ont voté ou non, mais tu ne sauras pas nécessairement... Tu as moins de contrôle sur le moment où ils vont voter. Ouais. Puis surtout, ça se peut que tu leur vendes une carte de membre, tu t'attends qu'ils votent pour toi. Mais qu'ils votent pour quelqu'un d'autre. Parce que, ouais, c'est ça. Alors, donc, tu sais, regarde, il y a beaucoup de choses d'intéressantes qui vont se passer dans cette course. All right, tout le monde, on va mettre fin à l'épisode là-dessus. Merci encore une fois pour tout l'appui, pour vos commentaires. N'oubliez pas, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On veut vraiment grandir cette chaîne-là.
sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes audio. En même temps, juste pour vous dire, c'est quelle caméra on est là-dessus? On a des tasses puis d'autres petites choses. On a ouvert un petit magasin. On a fait ça vite comme ça, là, juste pour voir là, si ça vous tenterait un peu de nous aider. Donc, allez voir ça sur notre chaîne YouTube. Il y a un petit magasin, vous pouvez voir les petites choses qu'on a. C'est des petits goodies. Là. Donc, si ça vous intéresse et si vous voulez nous aider, allez visiter ça puis aidez-nous. Merci beaucoup. Puis, on se voit encore à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Ciao tout le monde! Bye, ciao!